Merci pour la présentation. Donc, je vais vous présenter des travaux dont le but était de détecter de manière automatique la maladie de Parkinson juste avec des signaux vocaux, juste avec des enregistrements de la voix. Donc, rapidement, la maladie de Parkinson, la deuxième plus répandue après la maladie d'Alzheimer, elle se caractérise notamment, enfin principalement par une raréfaction des neurones dopaminergiques dans la substance noire. Alors, le diagnostic, comme vous le savez sans doute, le diagnostic certain ne peut être effectué que post-mortem par une histologie qui permet qui détecte l'accumulation de protéines alpha-synucléines en corps de Lévy et en neutrites de Lévy. Mais du vivant des patients, c'est quand même possible d'avoir un diagnostic moins certain, mais quand même assez fiable, donc basé sur une expertise clinique et qui peut se poser après l'identification d'une triade clinique qui est l'akinésie, la rigidité et les tremblements au repos. Le problème, c'est que ces symptômes moteurs apparaissent quand une bonne partie des neurones dopaminergiques, qui ont environ à peu près 60% des neurones dopaminergiques de la substance noire, sont déjà détruits. Donc, c'est déjà assez tard dans le processus de la maladie. Donc, un des enjeux, c'est de trouver une méthode de diagnostic plus précoce, ou en tout cas le plus précoce possible, de manière à pouvoir entamer des thérapies le plus tôt possible. Et il se trouve que un des symptômes qui apparaît le plus tôt dans la maladie de Parkinson, c'est la perturbation de la parole, de la voix. Et donc, c'est ces symptômes-là et cette modalité-là que j'ai étudiée pendant plusieurs années pendant ma thèse. Alors, donc, en fait, ces symptômes vocaux, ces perturbations vocales, elles peuvent être définies sous le terme, enfin, elle est généralement définie sous le terme de dysarthrie hypokinétique. Donc, dysarthrie, ça veut dire difficulté d'articulation, et hypokinétique, c'est avec une réduction de la vitesse d'exécution de la parole. Et en fait, ça touche plusieurs domaines. Déjà, le domaine de la phonation, le timbre des patients va être plus éraillé, plus soufflé, et ceci étant principalement dû à un accolement incomplet des cordes vocales. Et on détecte aussi également une instabilité de la hauteur de la voix et de l'intensité. Donc, par exemple, quand on demande aux patients de maintenir un son constant, comme la voyelle A, par exemple A le plus longtemps possible, on va entendre du coup le souffle dans la voix, enfin entendre, on va pouvoir justement extraire des paramètres liés à ça, et également un tremblement à la fois de la hauteur de la voix et de l'intensité. Donc, c'est cette instabilité. Ensuite, un autre domaine touché, c'est le domaine de l'articulation. Et il y a à la fois l'articulation des voyelles et des consonnes qui est impactée. Alors, pour l'articulation des voyelles, en fait, ça se manifeste principalement en une différenciation des voyelles. En fait, les personnes vont avoir tendance à prononcer toutes les voyelles un petit peu de la même manière. Et ceci est principalement dû à la diminution de l'amplitude des cordes, enfin des mouvements de la langue et des lèvres, et en fait qui va entraîner une centralisation des formants. En fait, les formants, c'est les fréquences de résonance de notre conduit vocal qui permet de faire un A plutôt qu'un I, plutôt qu'un OU. Et en fait, du coup, ces formants-là vont se ressembler d'une voyelle à l'autre à cause des mouvements qui sont moins amples des mouvements de la langue et des lèvres. Et en fait, ça, c'est le corollaire vocal de la bradykinésie surtout. Et par rapport aux consonnes, il va y avoir notamment, c'est surtout déjà les consonnes occlusives qui sont altérées, donc le peu, te, que, be, de, ge. Et en fait, normalement, notamment pour les consonnes orales, donc peu, te, que, on ferme complètement la bouche quand on les prononce, donc il y a une fermeture du conduit vocal. Et dans la maladie de Parkinson, ça ne se ferme pas complètement, donc on peut détecter une fuite d'air pendant ces consonnes. Donc, ces consonnes occlusives qui vont avoir une consonance un peu comme une sifflante. Et également, comme il y a une mauvaise coordination entre les muscles laryngaux, donc c'est les cordes vocales,
et les muscles supralaryngaux, donc c'est les lèvres, la langue et la bouche, ça va également allonger la durée de ces consonnes. Donc c'est quelque chose aussi qu'on peut détecter. Ensuite, un des facteurs qui est perturbé, ah oui, donc pour l'articulation, c'est bien mis en valeur par des tâches comme la lecture, un monologue durant lequel on peut demander à la personne soit de raconter sa journée, soit de décrire une image, ou également, c'est également bien mis en valeur pendant les tâches de diadococinésie. Donc, c'est des tâches de répétition rapide de syllabes, comme par exemple pataka, pataka, pataka. Ça, c'est une des tâches vraiment emblématiques qu'on utilise dans la maladie de Parkinson pour la détecter à partir de la voix. Ensuite, en ce qui concerne la prosodie, il va y avoir des changements aussi. C'est peut-être même les changements qui ont lieu le plus tôt dans la maladie. En fait, ça va se caractériser par une monotonie de la voix. Une monotonie à la fois de l'intensité, donc il va y avoir un aplatissement des accents toniques et une monotonie de la mélodie. Donc la variation de la hauteur de la voix, donc, qui est caractérisée par la fréquence fondamentale, cette variation va diminuer dans la maladie de Parkinson. Et ça, c'est dû principalement à une diminution de l'amplitude du mouvement des cordes vocales et des muscles respiratoires aussi. Et c'est principalement causé par la rigidité. Ensuite, au niveau de la fluence verbale, de la fluidité du discours, une des choses très caractéristiques, c'est un débit saccadé. Donc, on va entendre vraiment les patients parkinsoniens parler avec peu de pauses courtes, notamment, et des pauses plus longues. Enfin, vraiment, du coup, des pauses anormales, et ça va se traduire par des rushs de paroles séparés par des grosses pauses. Et également des disfluences, c'est-à-dire ils vont avoir plus tendance à bégayer, à buter sur des syllabes. Donc, que ce soit la prosodie et la fluence, c'est bien mis en évidence par un discours soit spontané, comme un monologue, ou par des lectures. Et également, le dernier point clé qui peut être évalué, caractérisé par la parole, c'est les difficultés rythmiques. En fait, dans la maladie de Parkinson, il y a une perte d'automaticité des mouvements, notamment des mouvements simples. Et quand on demande aux patients de répéter des syllabes à un rythme constant et à un rythme imposé, ils vont avoir pas mal de mal. Donc, non seulement le rythme constant ne va pas être respecté, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple accélérer au cours de la tâche, et en plus, le rythme imposé ne sera pas non plus respecté en moyenne, c'est-à-dire qu'en moyenne, ils seront soit plus rapides, soit plus lents que la consigne. Donc ça permet, voilà, c'est un autre spectre de la voix, une autre facette de la voix qui est touchée, et ça s'est décelé notamment par des tâches de répétition lente de syllabes. Du coup, on redonne un exemple, par exemple, pas, pas, pas. On leur donne ça pendant 5 secondes et ils doivent continuer tout seuls pendant 30 secondes. Donc ça, c'est une des tâches qui permet de mettre en évidence ces difficultés rythmiques. Alors, donc au début de ma thèse, donc c'était en fin 2015, quand j'ai commencé, donc l'état de l'art, en fait, il y avait beaucoup d'articles déjà qui existaient sur les perturbations vocales de la maladie de Parkinson et sur les détections automatiques. Euh, donc par rapport juste en utilisant la voix, avec des performances allant de 70 à 99% globalement. Mais par contre, il y en avait assez peu qui se concentraient au stade débutant de la maladie. Enfin, il y en avait même très peu, surtout d'un point de vue automatique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y avait quand même quelques études qui ont analysé le stade préclinique, donc avant le diagnostic clinique, et qui ont mis en évidence des perturbations dès ce stade-là. Mais généralement, c'était sur quelques sujets, sur 2 ou 3 sujets pour ce qui est des études rétrospectives. Notamment, il y avait un présentateur qui était connu, un présentateur de la télévision, je crois que c'était un Américain, et il a eu un diagnostic de la maladie de Parkinson, et donc avec les enregistrements vidéo de ces différentes émissions, on a pu remonter dans le temps et s'apercevoir que la monotonie de la voix avait lieu quelques années déjà avant le diagnostic. Et une autre façon d'étudier le stade préclinique, souvent, c'est d'étudier les personnes qui sont atteintes du trouble du comportement en sommeil paradoxal, ou les RBD en anglais,
Parce que cette population-là, donc ils ont une perte d'atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire qu'ils bougent pendant qu'ils rêvent. Ils n'ont plus cette inhibition des mouvements qu'on a normalement. Et on ne sait pas complètement pourquoi, mais il se trouve que cette population-là va développer dans les années à venir, enfin développera dans les années à venir, un syndrome parkinsonien. Donc, ça peut être la maladie de Parkinson ou un cousin de Parkinson. Mais donc, si on prend des personnes qui ont ce trouble et qui n'ont pas encore de syndrome parkinsonien, ils peuvent être vus comme étant au stade préclinique de la maladie de Parkinson. Donc, il y a quelques années déjà, il y avait une ou deux études qui avaient analysé ces populations-là, mais alors pas toujours de manière automatique, quelquefois, enfin de manière acoustique, quelquefois c'était juste de manière subjective, c'est-à-dire avec notamment l'évaluation de la voix dans l'UPDRS. Il y a un petit score où le neurologue note entre 1 à 4 les perturbations vocales qu'il entend, mais du coup c'est clinique. Et enfin, un dernier aspect donc, de l'état de l'art important, c'est la notion de télédiagnostic. Il y a donc quelques études qui avaient déjà fait des tests sur des applications de smartphone ou tablettes pour détecter Parkinson à partir de ces enregistrements audio-là. Bon, évidemment, ça donne de moins bons résultats, mais quand même, ils montraient des choses intéressantes. Il y en a d'autres qui avaient déjà simulé du réseau téléphonique pour voir si, à partir du réseau téléphonique, on pouvait détecter la maladie de Parkinson. Et nous, en fait, on a été les premiers à, entre autres, détecter la maladie de Parkinson par des enregistrements téléphoniques réels. Donc, c'était une des modalités qu'on a utilisées, c'était des enregistrements donc, qui passaient vraiment à travers le réseau téléphonique, parce que c'était des gens qui appelaient, enfin qui participaient à notre protocole volontairement, bien sûr, et qui appelaient un serveur vocal interactif qu'on avait mis en place et pour faire les tâches vocales. Et donc, c'est ces enregistrements-là qui, entre autres, qui ont été utilisés pour détecter la maladie de Parkinson. Alors, les différents objectifs de ce projet, ça a été déjà de construire des grosses bases de données, donc de plus de 200 sujets. Donc, comme je vous ai dit, on a utilisé des données téléphoniques, mais on a aussi utilisé, donc les données téléphoniques, elles avaient lieu à peu près une fois par mois. Enfin, les enregistrements avaient lieu une fois par mois. Mais on a utilisé aussi des données qu'on a enregistrées avec un microphone professionnel une fois par an à l'hôpital. Et en même temps, on a également enregistré la voix des mêmes sujets en simultané via le microphone de l'ordinateur pour voir si le type de microphone et le type d'appareil de mesure avaient un impact sur les paramètres vocaux qu'on pouvait détecter, qu'on pouvait extraire. Après du coup la constitution de la base de données, l'objectif c'était de caractériser la voix au stade débutant et prodromique, donc voir quels étaient les paramètres qui changeaient dès ce stade-là par rapport à une population saine, et ensuite d'entraîner des modèles de classification automatique de la maladie de Parkinson en notamment se concentrant sur l'effet du sexe, parce qu'on sait que dans pas mal de modalités, dont la voix, le sexe a une grosse importance, parce que les hommes et les femmes ont des grosses variabilités, ont des grosses différences au niveau de la voix. Également, on a étudié l'effet du microphone et on a comparé les différentes tâches vocales pour voir lesquelles étaient les plus appropriées. Et ensuite, on a établi des corrélations avec la neuroimagerie, mais je pense que je n'aurai pas le temps de passer sur ce point-là aujourd'hui. Et l'objectif à long terme, donc, c'est d'établir un outil de diagnostic précoce de la maladie de Parkinson, utilisable par les médecins, et un outil également d'aide au diagnostic précoce et de suivi par téléphone. Donc là, ça serait plus vraiment de l'aide au diagnostic. Alors, donc, cette étude s'inscrit dans le protocole Iceberg, qui est un protocole INSERM effectué à l'Institut du cerveau, dont le but était de mettre en évidence des marqueurs prédictifs. Donc, c'était un protocole, une étude longitudinale sur 5 ans, avec des examens annuels à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et donc, dans ce protocole, donc, après avoir élaboré le protocole expérimental de la voix et mis en place les systèmes d'acquisition, j'ai pu enregistrer environ 250 sujets parlant français, dont des parkinsoniens débutants, des sujets avec le trouble de comportement en sommeil paradoxal, donc les IRPD, et des sujets sains.
Alors, petite précision, la moitié des sujets sains ont été enregistrés en dehors de l'hôpital parce qu'il n'y avait pas encore assez de sujets sains intégrés dans ce protocole qui débutait. Donc, j'ai enregistré d'autres sujets sains. On a constitué une base de données annexe avec d'autres sujets sains enregistrés sur un autre site. Mais je précise ce point parce qu'il va avoir des conséquences non négligeables. Voilà, je vous avais déjà précisé que les enregistrements étaient faits à la fois avec le microphone professionnel, le microphone de l'ordinateur et au téléphone une fois par mois. Et donc, il y a une dizaine de minutes de tâches vocales. Donc, c'est les mêmes tâches qu'on a vues tout à l'heure. La première étape a été donc de faire un pré-traitement. Donc, c'est une étape très importante parce que déjà, il faut isoler les parties intéressantes de la tâche vocale parce que ça arrive souvent que on entend soit des bruits de respiration au début ou à la fin, ou alors on entend le clic de la souris ou le bip, bip des touches quand ils sont au téléphone, voire des commentaires parce qu'ils peuvent aussi quelquefois poser des questions à l'attaché de recherche clinique ou à l'expérimentateur à côté. Donc, au début, c'était fait manuellement, puis on a automatisé ça. Mais le point le plus intéressant, c'est le point du débruitage, qui est indispensable, car en fait, on s'est aperçu au début de ma thèse je me suis aperçu que j'arrivais à bien détecter les parkinsoniens des sujets sains dès le premier entraînement que j'ai pu faire d'apprentissage automatique. Donc, je me suis dit, c'est super, ça marche bien dès le début. Enfin, c'est rare quand ça se passe comme ça, mais et je me suis aperçue en fait que l'algorithme de machine learning arrivait aussi très bien à détecter les parkinsoniens des sujets sains en se basant seulement sur les silences, parce qu'il y a une tâche qui est juste un silence. Et là, ce n'était pas normal du tout qu'avec les silences, l'algorithme arrive à détecter les parkinsoniens. Et donc, en fait, en regardant de plus près, je me suis aperçue qu'il y avait une différence de bruit de fond entre les sujets enregistrés à l'hôpital, qui étaient tous les parkinsoniens et la moitié des sujets sains. Donc ici, ça c'est le spectrogramme, et les sujets enregistrés à l'extérieur. Parce qu'en fait, à l'hôpital, il y avait un néon. Et ce néon, on l'entend. Et là, on voit la fréquence du néon. Et donc, en fait, ce que faisait l'algorithme, c'est qu'il ne détectait pas Parkinson, il détectait le néon. Donc, ce n'était pas très utile. Et donc, on a pu résoudre ce problème grâce à plusieurs outils de débruitage, notamment une soustraction spectrale et également une soustraction du spectre moyen. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut voir là que le bruit de fond disparaît. Et pour être sûr que le bruit je veux dire qu'il n'y a plus d'impact par rapport au lieu d'enregistrement, il faut vérifier à la fin de la classification si le taux de bonne réussite parmi les sujets sains détectés, classés à l'hôpital était le même que ceux détectés dans l'autre environnement. Donc, si la spécificité des sujets était la même sur les deux sites, c'est le seul moyen pour s'assurer à la fin qu'on a bien retiré le biais introduit par la multiplicité des sites. Et c'était le cas, on a réussi à l'enlever. Alors, les méthodes utilisées d'extraction de paramètres et d'apprentissage automatique que j'ai développées pendant la thèse. Donc, en fait, il y en a trois principalement. La première, donc il y en a deux déjà qui sont inspirées de ce qui se fait en reconnaissance du locuteur, donc pour détecter l'identification de quelqu'un qui parle. Et il y en a une qui est plus typique des pathologies vocales. Et l'intérêt d'utiliser ces trois méthodes, c'est qu'elles utilisent différentes échelles de temps et différents domaines de la voix. Donc, en fait, la première méthode, on va extraire des paramètres court terme, donc sur des périodes de 20 millisecondes. Et donc, on extrait des MSSC, donc pour Melt Frequency Spectral Coefficient. En fait, ce sont des paramètres qui vont caractériser l'enveloppe spectrale, donc qui vont vraiment être liés à l'articulation. Et donc, ces paramètres, donc extraits pour les 20 millisecondes, on va fitter leur distribution chez les parkinsoniens d'un côté et chez les sujets sains de l'autre. On va fitter leur distribution grâce à un modèle de mélange gaussien, donc c'est une combinaison linéaire de gaussienne. Donc, l'entraînement consiste à trouver les meilleures moyennes et variances des gaussiennes dont la somme permet de fitter au mieux ces deux distributions. Et après, on prend les MSSC des sujets tests et on calcule le logarithme de la vraisemblance par rapport aux deux modèles. Et on fait la moyenne sur toutes les trames et ça nous donne un score de classification. Donc ça, c'est une des premières méthodes. Ensuite, donc ça, c'est une méthode qui est plutôt classique, qui a qui doit avoir une vingtaine d'années en reconnaissance du locuteur.
Il y a une méthode ensuite que j'ai adaptée de la reconnaissance du locuteur, mais qui avait à peine 1 an au moment où je l'ai adaptée, donc qui était vraiment nouvelle, et qui, dans le domaine de la reconnaissance du locuteur, donnait de meilleurs résultats, mais nécessitait plus de données. Et donc, en fait, c'est basé sur les X-vecteurs. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des réseaux de neurones profonds pour extraire des paramètres intermédiaires. Et donc, ces réseaux étant pré-entraînés pour l'identification du locuteur. Et ce qui est intéressant, c'est que la façon dont est construit le réseau, c'est que le paramètre intermédiaire, et ben, ces X-vecteurs-là, ça va être une bonne représentation du segment audio d'entrée. Et en fait, ce qu'on prend, c'est les MFCC à l'entrée, mais ça représente le segment audio. Et donc, après, on peut classer ces X-vecteurs-là avec notamment, déjà comparé par rapport à l'X-vecteur moyen des sujets parkinsoniens et des sujets sains, avec une distance cosinus auquel on ajoute une analyse discriminante linéaire. On a également testé la PLDA pour comparer. Donc ça donne une représentation intermédiaire à l'échelle du segment, donc 3 secondes. Et enfin, il y a une représentation à l'échelle de la tâche qu'on peut obtenir grâce à des paramètres dits globaux. Donc ça, c'est des paramètres qui vont être plus liés à la phonation, la prosodie, la fluence et le rythme. Et donc, on va extraire un certain nombre de paramètres. On va comparer les variances, faire des analyses de variance pour voir quels sont les paramètres discriminants et entraîner des machines à vecteurs de support pour faire de la classification. Donc, les résultats, donc rapidement. Alors là, je vais parler en taux d'égal erreur, ER. Donc, c'est les taux d'erreur pour lesquels le taux de faux positif est égal au taux de faux négatif, donc en faisant varier le seuil de classification. Donc, globalement, on a un taux d'égal erreur de 17% pour les hommes pour les enregistrements avec le microphone professionnel, donc ce qui est un petit peu meilleur qu'avec l'ordinateur ou qu'avec le téléphone. Alors, pourquoi, en fait, on a étudié les raisons pour lesquelles l'ordinateur dégradait les performances. Une des raisons, déjà en faisant de la simulation, non, oui, une des raisons, pardon, c'est la distance avec le microphone, entre le microphone et la bouche. Comme le microphone de l'ordinateur, il a une vingtaine de centimètres, contrairement au microphone professionnel qui est à 5 centimètres, on perd des caractéristiques, des composantes intéressantes, surtout lors des occlusives, donc des queues, parce que le bruit qui est un peu explosif se dissipe dans l'air et est moins détecté à 20 centimètres. Et également, on avait utilisé un ordinateur dans des conditions standards. C'était un MacBook Pro avec du coup qui avait une fonction de réduction de bruit intégrée. Donc ça aussi, ça peut diminuer un petit peu le bruit justement qui nous intéresse dans la voix des sujets parkinsoniens. Et pour le téléphone, alors on a fait des simulations. Donc déjà en détériorant le signal, enregistré avec le microphone professionnel, et on s'est aperçu que en diminuant la fréquence d'échantillonnage du microphone professionnel et en réduisant la bande passante, pour être dans des conditions qui sont celles du réseau téléphonique, on a déjà une détérioration de 10%, juste en faisant ça. Et ensuite, avec nos enregistrements réels du téléphone, on s'est aperçu qu'il y avait 10% en plus de détérioration qui était due du coup aux autres causes, donc qui étaient probablement dues à notamment soit l'encodage qui réduit un petit peu la qualité du signal, la qualité du micro elle-même et également l'exécution des tâches qui est faite moins bien quand c'est à domicile plutôt que quand c'est à l'hôpital avec quelqu'un pour surveiller à côté et pour expliquer bien les tâches. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le téléphone, comme c'était une fois par mois, on a plus de données possibles. Donc en fait, en intégrant plus de données, on arrive à quand même 25% de taux d'égal erreur. Alors pour les femmes, les performances sont beaucoup moins bonnes. Et avec cette méthode-là, et ce pour différentes raisons. Déjà, il y a une plus grande variabilité des MFCC chez les femmes, ça c'est quelque chose de connu. D'une manière générale, il y a plus de variabilité dans la voix des femmes. Ensuite, il y a des études qui ont montré que l'atteinte neuronale était moins marquée dans la maladie de Parkinson à âge égal chez les femmes. Donc, du coup, éventuellement, les perturbations vocales sont moins marquées aussi. Et puis, il y a les circuits neuronaux sont légèrement différents entre les hommes et les femmes, les circuits neuronaux de la parole, et donc il se peut qu'ils soient affectés différemment par la maladie de Parkinson. Et donc, la population des pré-parkinsoniens, des IRBD, on arrive à 37% de d'égal erreur et 28% quand on prend que la population qui commence déjà à avoir quelques symptômes moteurs. Donc, ce qui est plutôt intéressant quand même comme résultat dans le stade, dans le cadre par exemple d'un screening en population
pour faire des tests cliniques ou des tests pharmaceutiques. Alors, donc rapidement, on a testé pour les X-vecteurs pas mal d'aspects méthodologiques. Et globalement, on a une amélioration des performances pour les tâches qui sont indépendantes du texte, donc pour le monologue. Et ça, c'est cohérent avec le fait que les X-vecteurs, le réseau neurone qu'on a utilisé, il a été pré-entraîné sur des grosses bases de données publiques, et donc avec des gens qui racontaient des choses qui étaient assez différentes des tâches que nous, on faisait. Donc, du coup, ça améliore surtout le monologue et moins les tâches qui ont un texte spécifique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça améliore quand même beaucoup chez les femmes. Ça améliore surtout chez les femmes, donc de 10%. Et ça, c'est surtout dû à l'apport de la LDA, donc de l'analyse discriminante linéaire, qui va diminuer la variabilité intersujet et augmenter la variabilité intergroupe. Donc cette méthode des X-vecteurs est particulièrement adaptée aux femmes. Et pour les paramètres globaux, donc on observe que une grande partie des paramètres sont discriminants entre les parkinsoniens et les sujets sains, donc de manière significative. Donc on observe notamment une réduction de l'écart type du logarithme de la fréquence fondamentale, donc c'est la fréquence de la hauteur de la voix, donc la variation diminue. On observe également moins de pauses courtes et plus de pauses longues, enfin plutôt une durée médiane des pauses allongées. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais au début, en fait, c'est ces résultats-là qui le montrent, même si on savait déjà que le débit était saccadé, mais on avait surtout des mesures subjectives. Là, on a vraiment des mesures acoustiques et objectives. Et également une augmentation de la variation relative du rythme pendant la tâche de répétition lente de syllabes, donc qui caractérise la difficulté à maintenir un rythme constant, et également un écart accentué entre le rythme moyen de répétition de syllabes et le rythme de l'exemple. Donc qui confirme qu'il y a bien une difficulté à suivre un rythme constant et imposé. Et donc ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'observe dès le stade préclinique, chez les IRBD aussi. Donc évidemment, à un niveau plus faible, mais on l'observe quand même de manière significative. Et on trouve également, tout comme les MSCC et les X-vecteurs, que les hommes sont plus atteints que les femmes, que du coup, c'est plus discriminant chez les hommes et qu'on arrive à mieux classer les hommes parkinsoniens des sujets sains que les femmes parkinsoniennes des sujets sains. Et là, la différence est quasiment nulle entre ce qu'on peut observer avec le microphone professionnel et le microphone de l'ordinateur, car ce sont ces paramètres globaux qui sont assez robustes à l'extraction et qui sont moins sensibles à la distance du microphone. Et avec le téléphone, c'est un tout petit peu moins bon, mais c'est quasiment la même chose. Et alors maintenant, on a du coup 3 classifications. Et donc, ce qui est intéressant avec ces 3 classifieurs, la dernière étape, ça a été de les fusionner pour voir si en les fusionnant, on a amélioré la performance globale de détection. Et donc, en fusionnant, on arrive en effet à améliorer. Donc là cette fois-ci, j'ai fait une fusion par vote majoritaire. Et donc, j'ai exprimé sous forme d'accuracy, c'est même la balance accuracy ici. Donc, la moyenne entre spécificité et sensibilité. Et donc, on a, pour les hommes enregistrés avec les microphones professionnels, on atteint une balance accuracy de 89%, juste à partir de la voix. Donc, ce qui est quand même ce qui est plutôt intéressant, surtout qu'on est au stade débutant. Donc, avec le téléphone, la fusion n'améliore pas. Et pareil chez les femmes, la fusion n'améliore pas. Ceci étant parce qu'en fait, d'un point de vue mathématique, plus les classifieurs ont des bonnes performances, plus la fusion de ces classifieurs a des chances d'augmenter la performance totale. Et donc là, comme les performances sont moins bonnes, et notamment pour les femmes, il y a les MSCC vraiment qui a une performance beaucoup moins bonne, du coup, ça va vraiment impacter, enfin, ça va pas, le fait de rajouter ça dans la fusion ne va pas améliorer les performances du meilleur classifieur. Mais on a du coup quand même 75% pour les hommes au téléphone. Et donc en matière de télédiagnostic, ce qui est vraiment prometteur, et 70% pour les femmes. Donc les corrélats neuronaux, on ne va pas avoir le temps, mais éventuellement, si vous avez des questions, on va pouvoir passer rapidement. Mais juste pour résumer, il y a des différences entre les hommes et les femmes. On peut résumer ça comme ça. Qu'on voit du coup vraiment en matière de corrélation aussi au niveau du cerveau. Donc le principal résultat étant que
les perturbations vocales sont plus associées chez les hommes à une perte dopaminergique dans le striatum, donc on peut voir avec un DAT scan par exemple, et également avec un changement des connectivités fonctionnelles cortico-sous-corticales, alors que chez les femmes, c'est seulement associé au changement de connectivité fonctionnelle ganglion de la base vers cortex. Donc, a priori, chez les femmes, les faisceaux cortico-sous-corticaux semblent jouer un rôle plus important dans l'apparition des perturbations vocales. Donc là, si on doit résumer, cette étude-là sur les corrélats neuronaux, ce serait ça. Donc voilà, j'ai terminé. Donc pour conclure, après avoir constitué du coup 3 grandes bases de données, on a identifié des marqueurs de détection de précoce de la maladie de Parkinson, et ce dès le stade préclinique, via 3 méthodes différentes, dont une qui n'avait jamais été faite auparavant dans le cadre de la détection de la maladie de Parkinson. Donc les résultats finaux sont ceux-ci. Donc on arrive à 89% de détection pour les hommes et on arrive à 70% pour les femmes. Et donc, c'est meilleur, les performances pour les hommes avec le microphone professionnel donc, sont meilleures que ce qu'on trouve dans l'état de l'art. Donc, ce qui est nouveau, c'est d'avoir montré que c'était possible de détecter la maladie de Parkinson par le réseau téléphonique, par le téléphone. Donc, ça, c'est un premier pas vers un télédiagnostic possible de la maladie de Parkinson, ou en tout cas une aide au diagnostic via le téléphone. Une des particularités de cette étude, c'était aussi qu'on a analysé des sujets parlant français. Et la plupart des études qu'on trouve du coup dans la littérature, c'est soit de la langue anglaise, pas mal d'espagnol aussi, un peu de chinois, mais en français, il y a beaucoup d'études subjectives. Dans les études acoustiques, il y en a assez peu. Et c'est encore plus compliqué en fait de détecter la maladie de Parkinson des parkinsoniens parlant français, car la langue française a peu d'accent tonique. Donc du coup, la diminution des contrastes entre parkinsoniens et sujets sains sera plus difficile à déceler. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Et on a pu voir, contrairement à beaucoup d'études qui mélangent les hommes et les femmes, et quelquefois de manière pas toujours équilibrée entre les groupes parkinsoniens et les groupes de sujets sains, donc ce qui introduit des biais non maîtrisés. Donc nous, on a séparé vraiment les parkinsoniens et les sujets sains. Pardon, on a séparé les hommes des femmes, et on a pu voir que la voix des hommes était plus altérée que celle des femmes, à âge égal. Et on a pu mettre en évidence, développer des modèles prédictifs des données de neuroimagerie et faire des corrélations avec la neuroimagerie pour en savoir un petit peu plus du coup sur les corrélats neuronaux et avoir un outil qui puisse également permettre d'être utilisé par exemple pour le suivi de l'évolution de la maladie de Parkinson. Et donc les perspectives, donc déjà, c'est d'associer la voix à d'autres modalités, comme par exemple le visage. Je encadre actuellement à Paris un étudiant à l'Institut Mintelecom qui travaille sur l'hypomimie des sujets, donc la diminution des mouvements du visage, donc chez les mêmes sujets. Ça, c'est dû à une rigidité aussi, à une rigidité musculaire. Et donc, si on associe les perturbations vocales et les perturbations du visage qui peuvent être acquises en même temps via un ordinateur, via le microphone et la webcam par exemple, ça va sans doute améliorer les performances totales. Et également, une des applications de ces méthodes, une des possibilités de ces méthodes, c'est d'être appliquée à d'autres maladies, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Avec Habib Medali, on travaille aussi en collaboration avec une équipe à Paris de l'Université de Lille sur des données d'Alzheimer, des données vocales d'Alzheimer ou en tout cas de démence au début de maladie. Et donc, on sait aussi qu'il y a des perturbations vocales dans la maladie d'Alzheimer, même si ce n'est pas exactement les mêmes. Donc, on peut utiliser en tout cas certaines de ces méthodes. Et enfin, la dernière chose qu'on est en train de faire avec Habib et avec des étudiants de l'Université Concordia, c'est de développer un logiciel open source dont le but, c'est d'utiliser du coup les algorithmes que j'ai développés, de les rendre vraiment faciles d'accès, faciles d'utilisation et surtout une utilisation le plus générale possible, la plus générique possible. Donc, dans d'autres protocoles, en utilisant d'autres types de tâches vocales et en automatisant le plus de choses possible. Donc, dans le but de caractériser les perturbations vocales de manière automatique et aussi de fournir une probabilité de diagnostic de la maladie. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention et on a quelques minutes si vous avez des questions.
Très bonne présentation. Je me demande si vous allez vous intéresser à la spécificité. Parce que quand on conclut sur la valeur de notre algorithme, parler sur la sens. Alors, oui, vous voulez compléter la question Oui, oui, parce que ça, est-ce que vous allez voir ça en regard d'autres entraînements, par exemple la dépression, la démence d'autres types de pathologies sous-corticales, parce que les altérations de la voix pourraient être causées par d'autres. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, là, les valeurs que j'ai données, c'est pas que de la sensibilité, c'est notamment la balance accuracy, c'est la moyenne entre sensibilité et spécificité. Mais par contre, c'est ça, voilà, le diagnostic différentiel, ça, on l'a pas testé encore. Et en effet, c'est un point qu'il va tout à fait falloir contrôler et affiner. C'est que pour l'instant, on arrive bien à détecter les patients parkinsoniens en stade débutant des sujets sains, mais évidemment, maintenant, il faut affiner. Et la deuxième étape, en effet, ça va être de différencier les différents syndromes parkinsoniens. J'ai déjà vu passer quelques études sur le sujet. Il y a certains paramètres vocaux qui sont plus affectés dans certains syndromes que dans d'autres, notamment dans la MSA. Euh, mais oui, ça c'est quelque chose en effet, c'est la deuxième, oui, on va dire c'est la deuxième étape. Après, ça peut être aussi le rôle d'autres modalités de venir affiner et compléter ce diagnostic. On peut par exemple envisager la voix en effet, plus par exemple pour du screening où on veut vraiment avoir le moins de faux négatifs possible et après affiner avec éventuellement d'autres méthodes de diagnostic. Voilà, pour les faux positifs. Oui, tout à fait. La prosodie, elle est diminuée dans la dépression. Mm. Oui, ah bah, il y en a même qui sont traités sous antidépresseurs. Donc, du coup, les problèmes les plus sévères sont généralement traités. Mais en effet, oui, il y a sûrement un impact non négligeable de la dépression qui est associé à la maladie de Parkinson et comme à toute autre maladie neurodégénérative. Faire la présentation, c'était bien aussi pour des alternatives originales, détecter, écrire. J'ai deux questions. La première, elle touche un volet que vous avez déjà abordé, que c'était soulevé aussi sur la complémentarité de d'autres indices potentiels. Vous avez mentionné Mhm. évidemment, on pense aux complémentaires en général. Donc, est-ce que vous avez aussi envisagé d'autres tâches comme les tâches de pointage, les tâches motrices très, très standardisées pour lesquelles on peut aussi extraire des paramètres comme les musculaires? Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne travaille pas directement dessus, mais on peut tout à fait combiner la voix, le visage et il y a certaines applications smartphone qui le font, bon, pas avec une très bonne précision, mais avec par exemple la détection des tremblements si on tient le smartphone dans la main ou même l'équilibre. Donc oui, il y a d'autres aspects qu'on peut tout à fait extraire assez facilement avec un outil parce que on peut aussi combiner ça à des paramètres cliniques, à des examens moteurs faits en cabinet, par exemple. Mais l'intérêt, c'est d'arriver à avoir un truc vraiment, un moyen de détection précoce assez objectif, le plus objectif possible, qui puisse être une aide pour le clinicien. Mais oui, voilà, on peut tout à fait, il existe des capteurs intégrés notamment à des smartphones, et c'est tout à fait combinable. Et les altérations au niveau lexico-sémantique aussi, spécifiquement. Alors, oui, c'est une très bonne question. Alors, c'est surtout dans la maladie d'Alzheimer, on va voir des changements au niveau lexico-sémantique. Dans la maladie de Parkinson, c'est un peu moins le cas, parce que le lexico-sémantique, c'est surtout dû à une atteinte cognitive. Et comme là, on travaille au stade débutant de la maladie de Parkinson, l'atteinte cognitive n'est pas encore trop présente. Donc, c'est vraiment plutôt mécanique dans la maladie de Parkinson. Mais par contre, ça peut être les mêmes outils, notamment les MFCC, ils sont utilisés aussi dans le cadre de la reconnaissance de la parole, donc du locuteur et aussi de la parole. Donc, ils peuvent être aussi
utilisés pour détecter les différents mots et pour analyser le champ sémantique. C'est quoi cette notation? Je rejoins juste Sylvie pour les paramètres de performance. Vous êtes concentré juste sur cette fois-ci. Et évidemment, dans tous les projets prédictifs d'intérêt clinique, on rapporte les PPI ou bien le rapport de vraisemblance. Dans les paramètres, donc, est-ce que vous avez regardé ces paramètres de performance ou les juste de focuser sur la alors, on n'a pas utilisé ces paramètres d'évaluation de performance en particulier, mais on a utilisé là, par exemple, on a des courbes d'aide qui donnent une vue plus globale des performances à différents seuils. Donc ça, c'est la detection error trade-off. C'est comme une courbe ROC, mais en linéaire. C'est plus utilisé dans la reconnaissance du locuteur. Et ça permet d'avoir, oui, une vue d'ensemble des taux d'erreur dépendamment du seuil. Donc, quel seuil choisir, notamment en fonction de ce qui nous intéresse. Si c'est plutôt les faux positifs qu'on veut diminuer ou les faux négatifs. Pour le modèle, c'est des modèles. Il y a plusieurs paramètres. Alors, ça dépend des modèles. Pour les paramètres globaux pour... alors, les MSCC, les paramètres, c'est un vecteur de dimension 20. Donc, c'est 20 valeurs qu'on va extraire toutes les 10 millisecondes sur une trame de 20 millisecondes. Donc, il va y avoir un overlapping. Et en fait, du coup, ces paramètres-là, on va fitter leur distribution. C'est vraiment la distribution de ces paramètres qui constitue le modèle. Et pour du coup faire la partie test de la classification, on utilise la vraisemblance par rapport aux deux modèles. Pour ce qui est des X-vecteurs, c'est un vecteur de dimension 512 qui va représenter un segment de 2-3 secondes. Et en fait, en moyennant tous les segments d'une même personne, on va avoir une représentation du sujet. Et donc, on va pouvoir comparer ce vecteur de représentation du sujet avec le vecteur moyenné chez le groupe d'entraînement des Parkinsoniens et le vecteur moyenné chez le groupe d'entraînement des sujets sains. Et donc, on fait une analyse discriminante linéaire qui va réduire la dimensionnalité cette fois-ci à 2 dimensions et qui permet aussi d'être dans une base qui va optimiser les écarts intergroupes. Et donc, à la fin, finalement, on a une valeur, un vecteur de 2 dimensions par sujet. Et pour les paramètres globaux, on a, pour le SVM, j'ai utilisé 7 paramètres globaux. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé des résultats de la phonation. Je ne les ai pas utilisés dans la classification parce qu'en fait, on voit que la phonation est altérée au stade débutant, mais ce n'était pas significatif au stade débutant. Et une des raisons, c'est peut-être parce que nos sujets, là, ils étaient enregistrés en on, enfin les sujets parkinsoniens, et on sait que le traitement diminue quand même un peu les symptômes vocaux, donc, et notamment, surtout les problèmes dus au timbre. Et donc, ça rend les perturbations phonatoires plus compliquées à déceler. Donc, du coup, j'ai utilisé 2 paramètres de prosodie, 2 paramètres de pause, et oui, au final, c'était 6 paramètres, et 2 paramètres rythmiques pour le SVM. Des interactions entre les paramètres. Il y a des corrélations entre les paramètres. Oui. Oui, enfin,
il y a certaines corrélations entre ces paramètres. Bah, il y a certains troubles qui ont la même origine, en fait. Pas forcément pour le SVM, c'est pas gênant. Par contre, quand on a étudié les corrélations, avec notamment un modèle de régression linéaire multiple, là, on n'a pris que des paramètres non corrélés. Donc, merci. C'est la présentation. Ma question, c'est concernant la variabilité des images. Et aussi, je ne sais pas si vous avez détecté la paix positive, parce que ça pourrait influencer surtout dans Alors, pour les particularités des sujets, alors les sujets sains et les sujets parkinsoniens et même les IRBD étaient appariés en âge. Euh, En tout cas, l'idée à l'origine de l'inclusion, c'était de les apparier en âge, mais comme ils n'ont pas tous eu l'examen vocal, euh, on a quand même, du coup, il y avait une légère différence de 1 ou 2 ans en moyenne dans l'âge. Donc, on a introduit l'âge notamment pour quand on a fait les analyses statistiques de variance, on a introduit l'âge comme facteur de nuisance. Donc, oui, votre deuxième question, c'était l'audition. Et alors, l'audition, donc, disons qu'il n'y avait pas de personnes sans audition, enfin, il n'y avait pas de personnes en état de surdité profonde. Par contre, il y avait quelques personnes appareillées. Et non, mais ça, par contre, on n'a pas étudié, mais ça pourrait être intéressant, en effet, de voir dans quelle mesure ça affecte, oui, dans quelle mesure ça affecte les variables. Mais après, il y avait des personnes appareillées à la fois chez les sujets sains et chez les sujets parkinsoniens. Donc, je ne suis pas sûre que ça affecte en moyenne la classification, mais en effet, oui, ça peut être quelque chose qui pourrait être intéressant de regarder. Merci.